Bonjour, excellent réveil à tous et merci d'être avec nous ce matin dans votre magazine Bonjour d'Algérie qui vous propose une multitude de thématiques ce matin. En passant par un concours initié tout récemment par le salon EducTech qui a connu une baissée de rideau le 25 du mois en cours et bien sûr et qui a proposé un challenge aux enseignants de différentes catégories. Donc pour la catégorie universitaire, des universitaires, nous aurons le plaisir aujourd'hui de recevoir l'une des lauréates à ce concours, Zobida Berrahmou en l'occurrence. Elle a le grade de professeur au niveau de l'université de Mascara, donc elle viendra nous parler de cette expérience qui a vu pour elle un engouement certain en ligne, donc parce qu'il s'agit justement de récompenser les meilleurs enseignants en ligne dans le cadre de ce concours. Alors aujourd'hui, nous parlerons encore justement du digital autrement à travers une plateforme récemment créée par un incubateur, accélérateur, donc qui a choisi d'offrir aux professionnels une plateforme qui s'intitule qui a été baptisée Eramel. Eramel, comme son nom l'indique, est destinée aux professionnels donc désirant avoir un accompagnement justement efficace et des possibilités d'encadrement, de financement, aussi de suivi de leurs projets. Donc tout cela est possible grâce à cette application dont la fondatrice nous donnera et nous révélera tous les détails tout à l'heure. Il s'agit de Najet Galmi, donc, que nous aurons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Donc, dans cette matinale, nous parlerons aussi de sensibilisation entre autres au danger, au fléau donc, du VIH, entre autres. Donc, à cette association AIDS Algérie qui existe depuis 1990 et dont le combat est absolument connu dans ce domaine où elle s'est spécialisée ainsi que l'ensemble de ses bénévoles donc pour l'information utile, pour toute lutte contre les drogues, mais aussi contre le sida. Alors, nous aurons l'occasion justement de parler de l'actualité de cette association et aussi de ce qui se fait actuellement comme accompagnement des malades ou aussi comme effort de sensibilisation. Dans notre effort global de sensibilisation, nous avons une rubrique que vous connaissez déjà tous les lundis. Hasna Zobiri est là pour nous parler justement de sécurité routière et donc elle sera au rendez-vous ce matin également. Donc j'espère que vous serez ravis de découvrir l'ensemble des thématiques que nous vous avons proposées à l'instant. Mais avant tout cela, je vous propose d'abord un point météo. Il est signé ce matin Mina Abed qui attend impatiemment de vous révéler les nouvelles du ciel. Et c'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Mina. Bonjour Adia, bonjour à tous. Wow, ravi de te retrouver ce matin. En revanche, je ne sais plus comment m'habiller en ce mois de novembre. C'est vrai que c'est assez compliqué en ce moment, c'est assez compliqué. Il fait chaud, une partie chaud, de la journée. Ça se rafraîchit d'un coup l'après-midi. Des fois, il fait frais le matin, ça se réchauffe. Alors, je ne comprends pas ce temps. Faut sortir et toujours avoir un petit gilet ou un petit manteau avec soi. Hein. Voilà. Prévoir quand même un petit parapluie quelque part. Bon, peut-être. On n'en est pas là. Peut-être mardi. On n'en est peut-être mardi, mais pas aujourd'hui, non. Mardi, c'est déjà demain. C'est déjà demain, oui, c'est déjà demain. Voilà. Peut-être des pluies qui s'ébattent. Croisons les doigts, parce que c'est cette saison quand même. Ça ne sera pas comme la semaine dernière, mais au moins quelques gouttes de pluie à partir de demain. Qui feront quand même le bonheur des agriculteurs. Exactement. Voilà, merci infiniment de nous donner en tout cas en détail le temps pour aujourd'hui, s'il vous plaît. On va le découvrir tout de suite. De la brume, des nuages bas ce matin sur l'ensemble des régions côtières. Et puis le ciel restera dégagé à peu nuageux. À l'ouest, au centre et à l'est du pays, des vents jusqu'à 50 km/h.
sur l'ensemble des régions côtières. Et puis sur la partie sud, le ciel restera dégagé à partiellement voilé sur le Nord Sahara, le Sahara central ou encore l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord des températures qui vont varier entre 20 et 21 degrés vers les régions côtières. On notera 17 degrés à Batna, Al-Bayad et N'Hama, 18 degrés à Constantine. On notera 18 également à Tiaret, Chlif, Ghilizen, 22 degrés à Gardaya, 19 degrés à Hassim Saoud, 25 degrés du côté d'Adrar, Ilizi, 24 degrés à Tamarasset et Janet. Et enfin 31 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme, un peu agitée vers les côtes de l'Est, agitée sur le centre et la partie ouest avec des vents entre 30 et 50 km/h à l'ouest du pays, entre 15 et 50 km/h sur le centre et enfin entre 10 et 40 km/h vers la partie est. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment pour toutes Merci. ces précisions, Mina. Je vous souhaite aussi une excellente journée. Pareillement. Et puis on se dit à très vite. À très vite, très bientôt. À très vite. Et tous ceux qui sont avec nous savent déjà que nous exprimons un petit peu notre soutien à Raza chaque matin dans notre émission Bonjour d'Algérie, avec notamment des chanteurs qui crient haut et fort leur soutien également à la cause palestinienne, ainsi que voilà, dont fait partie justement Michael Hart, qui a exprimé ses sentiments à travers une chanson We Will Not Go Down. Et c'est parti. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.
formation. Voilà, nous avons déjà entamé la discussion, comme vous voyez, notre invitée. Donc, première invitée de ce plateau, c'est Madame Zoubida Berrahmou. Elle a le grade. Oui, Berrahmou, j'ai bien. Berrahmou, j'ai dit Rahmou. Oh, Berrahmou, Zama, j'ai corrigé, j'ai corrigé parce que j'avais mis un N. Et puis finalement, voilà, on est ravis de vous recevoir, professeur Berrahmou. Donc, vous représentez donc l'université Mustafa Stambouli de Mascara aujourd'hui. Voilà, oui. Et c'est une université qui peut s'enorgueillir d'avoir des éléments aussi performants, n'est-ce pas? Puisque vous êtes lauréate d'un concours auquel ont pris part des enseignants des 58 wilayas du pays. C'était tout récemment, donc lors de l'EduTech, donc vous avez pris part à cet événement tout récemment. Oui, vous pouvez. D'accord, merci. Voilà, donc Zoubida Berrahmou, donc je suis enseignante-chercheur à l'université Mustafa Stambouli de Mascara, précisément à la faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales de Mascara. Donc je suis professeur de grade, voilà, pour faire la différence, parce qu'en fait professeur c'est enseignant, oui, mais dans l'enseignement supérieur nous avons ce grade, donc c'est le dernier, dans la promotion du caractère, de la carrière. Vous êtes déjà docteur d'État et vous êtes Oui, je suis docteur, voilà, je suis professeur. Professeur des universités. Voilà, professeur de l'enseignement des universités. Voilà, donc j'ai pris part à ce concours qui a été lancé par EduTech, donc c'est le salon des technologies appliquées au savoir, c'est-à-dire l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, qui a eu l'année passée pour sa première édition. J'ai participé dans le cadre de ce concours, sauf que pour une première initiative, il manquait un petit quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les catégories. Donc on s'est retrouvé un petit peu noyé par des personnes, surtout de l'éducation nationale, qui avaient déjà une présence sur Internet, puisqu'ils donnaient des cours de soutien au niveau du lycée. C'est largement suivi. Voilà, c'est largement suivi. On a été noyés, donc moi, je n'ai pas fait de campagne, j'ai laissé tomber. Je me suis dit non, j'ai fait remonter l'information pour dire il faut une meilleure organisation. Cette année, ils nous ont écoutés, et ils sont très. Donc il y a EduTech, le salon, il y a Biform aussi, c'est la plateforme qui organise ce concours. Cette année, donc il y a eu la catégorie enseignement supérieur, la catégorie éducation nationale et la catégorie formation professionnelle. Donc moi, j'ai proposé un cours qui s'intitule « Comment se construit une génération start-up » puisque, comme j'ai dit, je suis professeur en sciences économiques, spécialité management. Donc l'année passée, j'ai proposé à la découverte du management et cette année, la start-up. C'est d'actualité parce que vraiment, l'État algérien encourage beaucoup le développement des start-up. Justement, voilà, c'est la thématique, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la présentation de mon cours, c'est le thème qui intéresse non seulement les étudiants, mais un large public. C'est-à-dire, moi, je suis beaucoup plus dans la vulgarisation et ce concours, je l'ai vu comme une opportunité de m'ouvrir sur ma société, de toucher un large public d'apprenants, de curieux, des gens qui veulent, qui cherchent des enseignants qui vulgarisent. Et moi, je pense que l'enseignement supérieur devrait s'ouvrir sur la société, devrait se confronter à la société et montrer qu'on peut faire des choses qualitativement pour un petit peu sortir un petit peu des idées un peu négatives, que l'université est fermée sur elle-même, qu'on ne se parle qu'entre spécialistes et tout cela. Donc c'était ce challenge-là. Oui, vous avez répondu d'ailleurs à ma question. J'allais vous dire qu'est-ce qui a fait tilt dans votre tête pour aller vers un tel challenge. Oui, justement, parce que moi, voilà, ça fait 23 ans que je suis dans l'enseignement supérieur. Donc, à partir d'un certain moment, on se dit qu'on a une valeur ajoutée à apporter au-delà du cercle vraiment fermé, que ce soit les colloques. Oui, c'est vrai que je participe à des colloques et tout ça, nationalement ou internationalement, mais je me dis la société m'intéresse beaucoup plus que voilà, les spécialistes, parce qu'on s'est tout dit en fait entre nous spécialistes. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un concours qui est destiné à l'enseignement en ligne, en fait. Voilà. Depuis quand vous pratiquez ce type d'enseignement ou un type d'enseignement hybride éventuellement? Oui, voilà. Donc ça, c'est depuis le Covid. Depuis qu'on a basculé, voilà, le Covid est arrivé. Donc il y a eu cette une révolution dans la manière d'enseigner, effectivement. C'était plus un choix, c'était un impératif. On était obligé de réagir. Donc il y a eu ce basculement. En fait, le basculement le plus facile, ça a été de créer une petite plateforme au niveau de chaque université où les enseignants étaient appelés à mettre juste un document, un PDF pour les étudiants. Mais quand on a Internet, on sait que ça se passe
autrement ailleurs. Donc il y a des plateformes, il y a des logiciels qui permettent l'interactivité, ils permettent plein d'outils. Moi, dans ce sillage, c'est-à-dire en aparté, bon, je l'ai fait, mais ma curiosité a fait que je suis partie aller chercher un petit peu ce qui se fait de mieux pour vraiment marquer la présence humaine, pour qu'il y ait ce contact. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un jeune frère un peu plus jeune que moi, de 13 ans, que je salue, Choukri Berraho, voilà, et qui est très branché Internet, informatique et tout cela. On a monté une petite plateforme en fait en ligne qui s'appelle DZ Skills. Et on a un petit peu négocié un petit partenariat comme ça avec Microsoft. Donc on a eu droit à une licence avec leur logiciel Teams qui est très connu. Et donc on a monté comme ça une classe virtuelle où on a proposé des formations, un échange de formateurs et d'apprenants, juste pour pallier cette période de Covid et puis pour tester. Et puis ça a bien marché, donc moi j'ai pu expérimenter beaucoup d'outils. Le concept de classe virtuelle n'est pas encore très vulgarisé, pas très connu, parce qu'il y a l'interactivité avec une panoplie d'outils. J'ai adoré cette aventure, donc j'ai proposé quelques thématiques, management skills, international, logistique, tout ça, tout ce qui va un petit peu dans le cadre de ma formation. Il y a eu d'autres formateurs qui ont proposé des formations en coaching, développement personnel, les compétences et tout cela, plus des formations dans l'informatique, voilà, dans l'Excel et tout ça. Moi, j'ai adoré, et donc dans cette période de 2 ans où j'ai donné des cours comme ça, j'ai adoré cette expérience. Cette manière de faire. Voilà, oui, je me dis que humainement, on peut surpasser le côté virtuel. Oui. Donc il y a toute une panoplie, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'interactivité, il y a une façon de soigner l'esthétique aussi, la présentation, avoir une façon de présenter, être dans le storytelling, être voilà, donc montrer dans la simplicité, montrer vraiment, laisser transparaître notre passion pour ce qu'on fait, et comme ça on amène voilà. Et quand ce salon est arrivé dans ce sillage, donc j'étais très contente l'année passée, et cette année vraiment c'est l'apothéose parce que je suis vraiment très contente. J'ai proposé un thème qui a été vu 1500 fois en 20 jours, ce qui est révolutionnaire. Donc, un retour positif d'apprenants, de curieux. Et la plus belle aventure que je retiendrai, au-delà de cette deuxième place, qui est importante aussi, moi en tant que femme aussi. C'est une belle consécration, bien sûr, c'est une reconnaissance. Reconnaissance, voilà, parce que la concurrence était rude, parce que le système de vote, c'est celui qui mobilise le plus. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Moi, j'étais une candidate libre, c'est ce que je dis. J'étais une inconnue. J'étais sur Facebook depuis des années, mais on va dire, grosso modo, j'avais 40 amis fidèles qui me suivaient. Je partageais des pensées, de la littérature, un peu d'économie, un peu de blagues et tout ça, des photos. Je n'étais pas une influenceuse. Mais là, j'ai pu utiliser avec 50 de départ, 2094 voix. C'est pas mal. C'est énorme. C'est pas mal. Vous étiez à 44 voix, à 44 de la voix, première voilà. place. Et j'étais première pendant une semaine. C'est-à-dire que j'étais vraiment première pendant une semaine. Ça s'est joué les deux. C'est une véritable campagne que vous avez menée. Donc moi, j'aimerais que vous racontiez un petit peu cette aventure. Alors la campagne était magnifique, c'est ce que je retiens, parce que c'était vraiment une élection, vraiment dans le sens, pas dire politique, mais une élection. Il fallait quand même se mettre en avant. Se mettre en avant, voilà, convaincre, communiquer, voilà, répondre. Et puis convaincre, parce que moi j'avais des électeurs très très exigeants. Mes amis qui me connaissaient un peu à peu près mes compétences et tout ça, votaient les yeux fermés, ils pouvaient convaincre 2 ou 3 personnes de leur cercle proche. Ceux-là ils sont acquis en général. Dès que ça s'élargissait un peu plus, que des amis partagés, qualitativement je suis fière de mes amis parce que qualitativement ils sont au top. C'est-à-dire qu'ils ne votent pas les yeux fermés, ils veulent comprendre. Ah, quand même. Voilà, ils sont très exigeants. Il fallait convaincre à ce niveau-là. Et quand ils partageaient qui c'est celle-là, je ne vais pas voter, moi, juste pour te faire plaisir. Non. J'ai dit non, regardez son cours, allez-y sur son profil LinkedIn, regardez son Facebook, elle communique. Et voilà. Et les gens revenaient avec un retour positif et dit je vote les yeux fermés. Ils repartageaient. Et c'est devenu viral, voilà. Donc ça a été un vote national, je suis fière, parce que je n'ai pas joué juste ma ville, mon fief, ma famille. Non, j'ai touché vraiment toutes les régions d'Algérie. Vous étiez loin de votre zone de confort. Ah non, voilà, c'est ça. Et internationalement, donc j'ai eu beaucoup de votes en France, énormément. D'ailleurs, pratiquement à égalité avec l'Algérie. Au Canada aussi, j'ai eu des amis au Congo, au Nigeria, en Corée du Sud, à Dubaï. Donc, par des Algériens qui sont installés là-bas, par leurs amis. Donc, c'était ça, c'est-à-dire que j'ai utilisé tous les outils qui étaient disponibles aussi bien sur Instagram que Facebook, avec des petites stories amusantes
qui poussait au vote. Il y avait beaucoup d'humour aussi. Donc on a beaucoup ri, beaucoup rigolé. Voilà, c'était vraiment la campagne. Et les 3 derniers jours, voilà, ça s'est accéléré. Donc j'ai dû faire une vidéo vraiment pour convaincre. Et là, ça a drainé un maximum de gens. Donc c'était vraiment, humainement, je me suis beaucoup enrichie, j'ai beaucoup appris. J'ai mis en application tout ce que j'ai appris toute ma vie au niveau du management, de la stratégie, la communication, le marketing, voilà. C'était un beau condensé, voilà, donc, un beau condensé. une belle synthèse de toutes ces connaissances. Voilà. Et bien sûr, j'ai gagné. Voilà. Voilà, bravo. Donc, parmi 18 candidats, donc, vous étiez l'une des rares femmes, en tout cas, vous étiez rare. Les femmes, on était peut-être étiez 5 ou 6, mais vous verrez le classement, elles sont toutes en bas. Donc, moi, j'ai fait une petite percée quand même assez conséquente. J'avais le lead, j'étais première pendant une semaine et ça a vraiment fait un baume au cœur à beaucoup de gens qui étaient heureux, qui m'ont félicité. D'ailleurs, la personne qui était à la 3e position m'a dit qu'elle me soutenait, qu'elle voulait que je sois première parce que vraiment l'écart était assez conséquent, voilà. Et le hasard a fait que, voilà, c'est le hasard. Bravo, mais après, félicitations merci. quand même pour cette seconde place, donc qui est quand même valorisante par rapport à l'ensemble du corps enseignant donc du pays, donc parce que. Voilà, c'est vraiment la crème de la crème. On est ravis et honorés. J'ai oublié de ramener le award dans la précipitation. Oui, je l'ai c'est oublié. bien, vous le garderez précieusement chez vous. Oui. Et voilà. ça va faire un bon souvenir. Vous êtes prête à réitérer l'expérience l'année prochaine? Je pense parce que mes votants veulent. Ah ben on l'a en photo. Hein, voilà, je l'ai donné en photo. Voilà. Très bien, donc voilà, on le voit quand même, ce trophée qui immortalise cette belle expérience humaine donc, que vous avez entamée avec beaucoup de volonté et donc de persuasion et vous avez réussi quand même à acquérir un lecteur. Est-ce que vous allez maintenir ce lien avec toutes ces personnes, tous ces votants? Absolument, oui, absolument. Donc là, c'est aussi un travail pour mémoriser aussi les gens. De retenir leurs détails, qui ils sont, comment ils sont intervenus. Et voilà, donc moi, en aparté, je vais parler, c'est pas le thème, mais récemment, je suis romancière aussi. Donc ça fait 1 année que je suis devenue romancière. Donc ça a encore plus boosté ma carrière de romancière. Voilà, c'est pour les effets bénéfiques, les valeurs ajoutées. Oui. C'est la visibilité, non seulement en tant qu'enseignante, enseignante universitaire, femme, voilà, dans le domaine du management, l'économie, avec mon contenu. Mais par ricochet, les gens se sont intéressés parce que c'était partagé sur mon Facebook. Ils ont vu qu'il y avait un livre, donc il y a une très forte demande. On peut citer le livre, nous aussi, on voudrait contribuer à cet élan de solidarité. Oui, je pourrais revenir aussi pour en parler. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà, donc ce roman... C'est un roman qui est dans votre domaine de prédilection? Non, c'est de la romance, c'est un roman, c'est de la littérature, ça s'appelle Semiramis au pays de Dounia. Donc c'est un roman qui est sorti en octobre 2022, qui a été édité en France, qui a été nominé dans le cadre d'une journée qui s'appelle la Journée du manuscrit francophone, donc qui a été nominé. C'était un premier roman, donc un premier jet. Et il a plutôt bien marché. Et là, l'édition algérienne est sortie récemment. J'ai fait le SILA, donc j'étais au SILA il y a 10 jours, 15 jours. Et ce concours est venu avec le SILA, juste après, des votants, 2094 lecteurs potentiellement gagnés. C'est génial. C'est génial. Donc, ça y est, c'est vraiment l'esprit du marketing qui est incarné par cette expérience. Donc le gain, il est là. C'est-à-dire, je leur dis, moi, j'ai gagné sur tous les plans. Professionnellement aussi, beaucoup de sollicitations, beaucoup de collaborations, d'écoles privées, tout ça, qui me sollicitent pour faire des conférences, pour... des étudiants aussi qui ont aimé le contenu, donc ils veulent aussi que j'intervienne au niveau de leur club scientifique et tout. Donc moi je pense humainement j'ai gagné, professionnellement pareil, ma carrière de romancière aussi se retrouve boostée. Oui. Est-ce qu'on peut dire que même votre carrière dans l'enseignement va être boostée dans la mesure où vous me disiez off the record que c'est vrai que vous êtes là, présente au sein de l'université de Mascara, mais que vous aimeriez élargir le panel étudiantin. Oui, moi je trouve que dans le domaine du management, c'est mon domaine de prédilection. J'ai énormément de choses que j'ai découvertes moi-même parce que je suis enseignante-chercheur et le chercheur, il met du temps. C'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans que je suis sur cette thématique. Il y a des petites choses que j'ai découvertes. Ce sera l'objet d'un livre qui va sortir, bien sûr, dans quelques années parce que ça demande au cours à peaufiner. Mais il y a des petites choses que je voudrais transmettre parce qu'ils seront utiles en Algérie, dans ma société, au sein des étudiants. Voilà, c'est ça mon message. Et quand j'ai eu cette visibilité, je me dis c'est le moment, d'enclencher ce changement parce que moi,
je prétends, voilà, avec en toute humilité, c'est de procéder à un petit changement de mentalité dans la façon de manager les organisations. Voilà, c'est un changement comportemental, une façon, un état d'esprit, voilà, inculquer tout cela. Donc, je me dis avec cette visibilité, ces gens qui se connectent à moi, voilà, je pourrais vraiment enclencher ce petit objectif que je m'étais assigné, voilà, en sortant un petit peu de ma zone de confort et me confronter, voilà, au niveau national. En tout cas, bravo. Hein, c'est aussi une leçon humaine pour tous ceux qui nous suivent ce matin et qui peut-être, voilà, par timidité, n'osent pas peut-être confronter leur capacité avec autrui, se mettre en avant, donc se mettre à nu quelque part pour pouvoir transmettre leurs connaissances et qui pourront peut-être s'inspirer de votre expérience. Oui, voilà, j'encourage, d'autant plus qu'en aparté, je suis une ex-grande timide qui a fait beaucoup de chemin. Et qui s'est soignée. Qui s'est soignée, comme Pierre Richard. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, bien sûr, c'est un film culte. Voilà, donc ça c'est aussi, on peut beaucoup apprendre qu'on a des capacités enfouies, cachées, parce qu'arrivera un moment où voilà, on casse les barrières. Et voilà, donner cette image positive. Et c'est important, moi je pense important pour faire bouger les choses, que montrer qu'il y a un dynamisme, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des choses qu'on peut faire. Ça peut partir de rien du tout. Et nous avons cette chance d'avoir l'Internet, qui est vraiment une vitrine ouverte. On peut faire beaucoup de choses qualitativement pour vraiment enclencher un changement et voilà, et insuffler une dynamique comme ça de bonnes choses à diffuser partager. Dans la société. En tout cas, vous avez cette volonté. On atteste un petit peu l'ouvrage, le roman, donc que vous avez déjà édité, partagé. Donc, mais c'est vrai que c'est anonyme quand même. On a le livre qui est visible. On se met pas en avant, mais là, c'est vrai que voilà, c'est une belle carrière peut-être qui s'annonce dans ce sens. Oui, dans aussi. ce sens, moi je suis très contente. Voilà, Autant pour nous, nous sommes très contents de vous avoir reçu aujourd'hui, professeur Zoubida Berrahou. Donc voilà, on a été ravis de vous recevoir en qualité de lauréate. Vous avez décroché donc le trophée de la 2e place en qualité de meilleure enseignante en ligne. Parce que c'est vrai que là, ça concerne l'enseignement en ligne, donc dans cette seconde édition de l'EduTech qui sera probablement reconduite l'année prochaine. Oui, rendez-vous pris, donc j'invite tous les enseignants qui soient dans l'enseignement supérieur, éducation nationale, formation professionnelle, à se préparer, à mettre préparer un cours en ligne et se présenter à ce concours. Les organisateurs disent que pour l'année prochaine, il va y avoir encore une meilleure organisation. Ou quelque part, voilà, ils vont plus se contenter de votes puisque beaucoup se sont plaints qu'ils n'arrivent pas à mobiliser énormément. Il y aura le vote, mais il y aura peut-être d'autres outils, pas bureaucratiques, pas administratifs, voilà, très souples, mais qui vont jouer un petit peu une sorte de pondération peut-être. Voilà, on attend. Voilà. Donc aussi bien EduTech que Biform sont très à l'écoute. Donc, ils prennent en considération toutes les sollicitations, les observations, les améliorations. Donc, c'est ça aussi, on a affaire à des gens vraiment très souples, très ouverts, très flexibles, à l'écoute, voilà, qui vont vraiment avec l'air de l'Internet, de cette flexibilité, la disponibilité. De casser un petit peu les barrières, l'absence et tout ça. Donc, c'est la réactivité vraiment en temps réel. Et c'est une belle plaque tournante pour toutes les personnes désirant justement acquérir des connaissances avérées en matière de numérique et aussi de toutes ces technologies au service de la connaissance. Exactement, moi ce que je disais, parce que beaucoup de personnes, justement quand je disais que les votants étaient un peu exigeants envers moi, je ne sais pas s'ils l'étaient pour les autres, moi en tout cas j'ai affaire à vraiment à peut-être très têtus. Il disait on ne peut pas élire un enseignant online juste avec des votes, avec un compte Facebook. C'est un peu partisan, on joue un petit peu sur sa famille, ses amis. J'ai dit non. J'ai dit l'objectif de EduTech justement, parce qu'en fait le salon n'était pas très connu. C'est quelques initiés qui étaient au courant de ce qui se passait, mais moi par exemple mes collègues n'étaient pas au courant, beaucoup de gens ont découvert. J'ai dit non, le EduTech a fait avec Biform ce concours justement dans le cadre du marketing digital. Absolument. Donc pour diffuser largement au niveau national, international ce concours par le système de vote, parce que Facebook c'est une planète. Je pense qu'il y a plus d'habitants sur la planète Facebook que... Et autant de manières, donc quand vous parlez de ce nombre d'habitants, il y a autant de manières de présenter ou une thématique donnée ou de donner du contenu. Donc, le contenu
Et valorisant, certainement. Voilà, donc les gens ont pris connaissance de cet événement. Donc ils savent qu'il y a le salon EducTech à Alger, ça sera au mois de novembre l'année prochaine. Donc là, ils se préparent. 2, ils savent qu'il y a ce concours, parce qu'on peut faire toutes les publicités, sponsoriser toutes les publicités. Mais ce vote viral a fait une diffusion très large, très rapide en 20 jours. Donc voilà, les gens savent Biforme. Par le système des votes aussi, les gens qui ont voté ont appris à voter. Parce qu'en fait, la première barrière qu'on a rencontrée l'année passée, cette année, qui a été améliorée par rapport au vote, c'est que beaucoup de gens étaient sur Facebook, Instagram, TikTok et tout cela. Mais ils ont eu des difficultés à voter. Donc moi, personnellement, j'étais obligée de faire un tuto. Pour expliquer. Expliquer, voilà. Cliquez ici. La fenêtre va s'ouvrir. Enregistrez-vous, revenez, votez. Voilà, tout ça. Ben, après, les gens qui ont voté étaient fiers. Ils disaient, oui, j'ai appris à voter. Donc là, c'est ce que je disais, c'est un apprentissage passif d'outils numériques. Donc on bonifie un petit peu la société. On rend les gens flexibles, voilà, le cerveau réactif, voilà, ils étaient fiers. Oui. On dira. Et c'est pas forcément des personnes qui ont peut-être 50, 60 ans, on a toujours tendance à les incriminer, non. Moi, j'avais des étudiants de 24 ans qui ne savaient pas voter. Absolument. Pourtant, ils faisaient des contenus TikTok et tout ça. Mais résoudre un petit problème de navigateur, quelque chose qui ne s'affiche pas, un écran blanc, revenir, changer de navigateur, mettre à jour son smartphone, son navigateur, aller sur PC. Oui. Abandonner son smartphone, aller sur PC. Tout ça, c'est très important. Ça fait partie de l'apprentissage du cerveau, de la malléabilité du cerveau, la flexibilité du cerveau. Et on acquérit de nouvelles compétences. Et ça ne peut être que bon pour... Absolument. Voilà. Donc, le gain, il est énorme. Moi, j'ai beau énumérer, je me toujours dans les gains. C'est peut-être mon côté positif, c'est ce qu'on me dit. Non. Voilà, donc, non, mais ça va, vous défendez bien l'idée. En tout cas, ça a été amplement clair parce que tout le monde a saisi l'idée, l'opportunité pour les enseignants. Donc, à travers cette plateforme donc, initiée par EducTech, donc ce salon qui reviendra probablement l'année prochaine pour ceux qui nous suivent ce matin. En tout cas, on vous souhaite toute la réussite et puis on espère vous recevoir en qualité d'auteur, en qualité d'enseignante. Avec plaisir, avec voilà, plaisir. Voilà. Toutes les facettes, vous êtes la bienvenue, professeur Zoubida Barrahou, donc lauréate du second prix de la meilleure enseignante en ligne. Merci infiniment pour cet éclairage. Pour ceux qui sont avec nous et qui sont férus d'art et voilà, qui aimeraient découvrir une empreinte artistique, on vous propose tout de suite ce portrait de Feri El Hamdi, donc, qui a été à la rencontre de l'artiste argentine Gabriela Messina. Et c'est parti. Racines d'une Afro-Argentine, une exposition photographique signée Gabriela Messina, riche en couleurs et en émotions. Cette exposition, à travers laquelle son artiste convie ses visiteurs à un voyage dans le temps et à réviser les formes avec lesquelles le passé a été construit. L'exposition est composée de 6 portraits, de 4 vidéos et de tracés au mur. Son objectif est de remettre en question la notion de l'Argentine en tant que nation blanche et européenne. L'exposition est composée de 6 portraits, de 4 vidéos et de tracés au mur. Son objectif est de remettre en question la notion de l'Argentine en tant que nation blanche et européenne, ainsi que d'interagir avec le contexte des questions raciales en Afrique du Sud. Des collages, des courts-métrages documentaires, Gabi, cette artiste argentine, nous montre qu'à travers ses œuvres photographiques, elle parle de diversité, de multiculturalisme et montre la beauté des gens, malgré la différence et sa position contre le racisme. Cette exposition se tiendra jusqu'au 17 décembre au Musée des Beaux-Arts. Avis aux amateurs.
Après ce voyage au cœur de l'univers donc de Gabriella Messina, donc une visite guidée par Faria Al-Hamdi ce matin, donc nous allons parler d'un tout autre domaine, celui de la sensibilisation, entre autres à certains fléaux qui guettent la société. Nous avons honneur et plaisir ce matin de recevoir les représentants de l'association AIDS Algérie. Donc on commence par les dames. Bienvenue à Nabila Mahiddine. Linda, pardon. J'avais corrigé pourtant. Linda Mahiddine, vous êtes la bienvenue à ce plateau. Merci à vous. Vous êtes chargée de l'accompagnement, donc bien sûr, c'est ça? C'est ça, de l'accompagnement des personnes. Alors, je m'occupe de tout ce qui est dépistage, mais aussi de l'accompagnement des personnes positives, qui sont dépistées positives, donc pour leur prise en charge médicamenteuse au niveau de l'hôpital de Qatar. Très bien, donc bienvenue encore une fois. Bienvenue également à Amine Bouhaha. Bienvenue, donc vous êtes chargé du suivi. Vous, c'est le côté, vous êtes vraiment le roi du calcul, paraît-il. Le suivi administratif, oui, essentiellement pour l'association. Et puis, bon, dans la vie, de manière générale, donc vous êtes ingénieur en géophysique pétrolière, c'est bien cela. Oui. Voilà. Donc, chacun de vous a sa spécialité, son métier, mais vous trouvez le temps pour aider les autres. Donc ça vous honore. Voilà, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les personnes qui trouvaient du temps pour les autres. Donc pour vous, l'aventure a commencé quand dans AIDS Algérie? Elle a commencé en 2018. Quand j'ai intégré AIDS Algérie, c'était en 2018. C'était justement pour être accompagnatrice socio-sanitaire, donc pour accompagner les personnes qui étaient dépistées positives, pour leur faire... C'était, si vous voulez, on est l'intermédiaire entre l'hôpital et... Parce que les personnes, ils n'ont pas d'informations, ils ne savent pas quoi faire. Oui, donc trouver une personne qui puisse les orienter, qui puisse les rassurer et surtout leur dire qu'il y a un médicament qui existe. Oui. Mais il y a une multitude d'associations. Comment le choix s'est porté sur AIDS Algérie pour vous? Le choix s'est porté pour AIDS Algérie. J'étais active dans le domaine associatif depuis le lycée, on va dire. Donc vous aviez tenté d'autres expériences? Voilà, c'était avec les enfants cancéreux et tout. Et après, quand j'ai découvert ce milieu-là, une fois qu'on est en contact avec ces personnes, on a du mal à décrocher, à se dire non, on doit continuer. Absolument, donc ces personnes ont autant besoin d'aide. Et puis voilà, j'aimerais bien que vous me disiez, Amine, également, pour ce qui est de votre propre expérience, vous avez rejoint AIDS Algérie en quelle année? Tout récemment. Par contre, c'est tout récemment. Voilà, c'est tout récemment. Mais à titre d'activité caritative ou bien ce genre d'activité, ça court dans le sang. Donc, mon père aussi est très actif dans l'aide aux malades. D'accord. Voilà. Très engagé donc, dans... Voilà. Donc, vous avez tous les deux du sang altruiste dans les veines, c'est ça? C'est peut-être l'héritage des parents, comme vous le dites. C'est peut-être l'éducation que vous avez reçue qui vous a amené à aider les autres. Donc, AIDS Algérie, rappelons un petit peu l'historique de cette association, est née en 1990, n'est-ce pas? Exactement. Elle a été créée le 29 décembre 1990. Après, en 1996, il y a eu énormément de cas de VIH qui ont commencé Oui, c'était un petit peu le boom du VIH en Algérie. Donc, c'est là où on est devenu une association thématique, dans le sens où on s'est spécialisé dans la lutte contre le VIH. Mais on est toujours dans la lutte contre les drogues. On ne peut pas dissocier les drogues du sida. On continue toujours. Parfois, c'est lié, surtout quand il s'agit de consommation de drogue injectable. Parce que c'est vrai que c'est une pathologie qui est transmissible par le sang. Donc, exactement. Il y a trois canaux Alors, c'est les rapports non protégés. C'est pour ça que nous, par rapport à la sensibilisation, le port du préservatif est essentiel. Le dépistage, il est essentiel. C'est le seul moyen de pouvoir diagnostiquer cette maladie. Ça ne se voit pas physiquement. Le dépistage reste le seul moyen de pouvoir... Et les moyens de dépister justement cette maladie ont évolué avec le temps. Maintenant, on parle de tests rapides. Hein. C'est ce que vous proposez sous vos chapiteaux en général. Oui. C'est ce qu'on utilise en extérieur. Quand on sort pour faire des campagnes de sensibilisation, on propose aux personnes de se faire dépister gratuitement, anonymement. C'est exactement comme le glucomètre.
Donc c'est une goutte de sang avec le réactif et au bout de 10 minutes, on a le résultat sérologique de la personne. Oui. On va peut-être, grâce à Amine, découvrir un petit peu l'évolution de cette maladie chez nous, par le chiffre. Chez nous, par exemple, en ce moment, en 2022, on a des statistiques entre 28 et 30 000 cas dépistés en Algérie, mais l'évolution elle est un peu inquiétante, je dirais. Je peux donner des chiffres. En 2017, on avait 1300 cas, mais en 2022, on a 2200 cas. Il y a une hausse. Il y a une hausse de 60%. Oui. D'où un petit peu votre investissement actuellement dans le cadre de cette campagne. Voilà. Une campagne qui est menée tout au long de l'année pour l'association. Exactement. On a des objectifs annuels, et surtout par rapport aux populations vulnérables. Les dépister, les suivre, c'est un programme assez complet. Voilà. J'ai cru comprendre que vous aviez reçu quand même une formation de base donc en psychologie, donc ce qui vous aide un petit peu à bien communiquer avec ces malades qui sont souvent, d'abord, ce sont des malades potentiels qui craignent justement de se faire dépister ou d'en parler à quelqu'un. Bien sûr, il y a la stigmatisation qui reste très présente chez nous. Et donc oui, j'ai fait une formation en accompagnement psychologique des personnes en détresse. Donc c'est ce qui a fait, par le passé, c'est ce qui a fait que j'ai intégré, c'est comme ça que j'ai intégré Aids Algérie aussi par rapport à ce poste-là bien précis. Et oui, donc pouvoir les accompagner durant leur détresse, ça c'est la formation que j'ai reçue. Donc c'est pour ça que je suis là pour pouvoir les aider. Oui, parce qu'à la base vous étiez d'abord, vous avez poursuivi un cursus en commerce international, exactement, exactement, en commerce. Donc c'est vrai que quand vous êtes au contact direct des malades, vous avez besoin d'outils, donc vous vous êtes armé pour ça. Bien sûr, bien sûr. Il faut être formé pour pouvoir les aider. Une personne qui n'a pas suivi de formation, il y a certaines étapes qu'elle ne pourra pas, ou bien une maladresse, ou bien ceci. Alors qu'il faut être formé pour pouvoir bien accompagner la personne, pour pouvoir faire un bon travail. Il faut avoir le bagage. Absolument. Donc vous êtes donc prête. Là, on va parler un petit peu de votre expérience dans ces comment dire, dans ces centres, on dira, de dépistage mobile que vous installez dans différentes places publiques, dans différentes régions du pays. Et comment est-ce que vous opérez? Comment est-ce que vous arrivez à convaincre les personnes de se dépister? Ça s'est fait au fil des années. Donc ça fait beaucoup d'années. Quel est l'argument phare? L'argument, c'est que le dépistage, il est gratuit, il est anonyme et que le médicament est disponible, même en cas de positivité, le médicament il est disponible gratuitement au sein de l'hôpital. Et la personne, ce qu'on explique, c'est que c'est passé de maladie mortelle à maladie chronique. C'est exactement comme une personne diabétique ou une personne hypertendue. Il y a juste un traitement à prendre à vie. Et la personne, elle peut continuer sa vie normalement. La maman, elle peut ne pas transmettre le virus à son enfant. L'enfant, il peut naître en bonne santé. Donc pourquoi ne pas essayer de casser cette chaîne, toutes ces appréhensions, tous ces tabous qui entouraient cette maladie pendant des années. Et c'est vrai qu'en parlant de chaîne tout à l'heure, il y avait une très belle image en bas de Maqam Shahid, toutes ces personnes qui se mobilisent chaque année pour dire main dans la main, nous allons combattre le sida. Et ça me rappelle un collègue qui est décédé, Allah yarhamou, donc un collègue de la radio, donc Yazid Aït Hamadous, donc qui avait fait un travail colossal avec un nombre d'artistes qui ont pris part à cet élan solidaire et de sensibilisation chaque année. C'est une énorme perte pour la lutte. Oui, on vous parle de lui parce que vous êtes venu après son décès, vous aussi. Donc est-ce que son nom revient encore? Bien sûr, son nom revient. Par le passé, quand je vous ai dit, comme on était actif, j'étais déjà active dans le domaine associatif. Donc, vous avez certainement assisté à tous ces regroupements massifs, exactement. Et puis toutes ces belles soirées de solidarité organisées par Yazid et les juste une artistes. parenthèse, aussi un hommage au professeur Mahdi Rabbi. Nous avons perdu donc qui est le fondateur de notre association, c'est le professeur qui a diagnostiqué le premier cas de VIH en Algérie.
Donc c'est aussi Rabbi Yarhamou, on a Oui. Oui, perdu Monsieur Adel récemment. Zaddam Et aussi. Monsieur Adel Zaddam aussi, Rabbi Yarhamou. Rabbi Yarhamouhum. Et puis voilà, donc l'histoire retiendra leur contribution à la lutte par la création de cette association. Aid's Algérie, c'est une association dont on parle ce matin pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et puis une association qui fait énormément pour les malades atteints de sida. Donc vous activez dans quels hôpitaux, dans quel hôpital pour vous déjà? Moi, c'est surtout Essentiellement. l'hôpital de Qatar, parce que c'est le centre de dépistage de référence. D'accord. Donc c'est là où il y a la prise en charge des malades. C'est principalement sur Alger, c'est principalement avec l'hôpital de Qatar que. Mais après, il y a d'autres. Oui. Mais Oui. pratiquement, c'est les centres de dépistage. D'accord. C'est un réseau D'accord. national et on opère dans ces centres. Après, quand la personne est diagnostiquée positive, elle entre dans la chaîne de l'orientation pour après suivre. Voilà, parce qu'il y a plusieurs étapes, j'imagine. Exactement. L'une des étapes les plus importantes, c'est l'accompagnement psychologique, Exactement, parce que c'est oui. vrai que ces personnes reçoivent, autant que les cancéreux, un choc, Oui. et puis voilà, se posent des questions. Mais se pose la question de la contamination pour les personnes atteintes de sida. Comment est-ce que vous prenez en charge cet aspect en particulier? Par rapport à la contamination. C'est-à-dire lorsqu'une personne voilà, est révélée, comme se rend compte qu'elle est contaminée, elle va certainement remonter la chaîne des personnes voilà, qui l'entourent. Comment ça se passe? Alors par rapport à la personne, première étape, il faut déjà qu'elle se concentre sur elle-même. D'abord. C'est-à-dire d'abord accepter la maladie. Comprendre la d'avancer, maladie, parce qu'il faut comprendre, comprendre un peu voilà, les et surtout risques. avancer. Oui. Ça dit que c'est après, c'est plus tard que oui, une fois qu'elle aura assimilé, qu'elle aura été sous traitement, que c'est là où peut-être on pourra donc dépister Voilà, s'il y des a un personnes. Conjoint, dépister le conjoint, Voilà. s'il y a, voilà, c'est Voilà. pas évident. Mais ce qu'il y a, c'est que la personne n'est pas obligée de divulguer son statut sérologique. Du moment D'accord. qu'elle est sous traitement, qu'elle est indétectable, donc elle ne peut plus transmettre de virus, rien. C'est ça l'anonymat et la confidentialité. Mais dans le cadre d'un couple, comment vous faites? C'est-à-dire qu'un couple, il faudrait quand même que Bien le sûr. conjoint soit au Bien sûr. courant que, Bien sûr. voilà, qu'il y a Il faut- possibilité d'atteinte. oui, bien sûr. Tout est dans l'accompagnement psychologique. Voilà. C'est ça, c'est dans l'accompagnement. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est que du moment que la personne déjà, elle s'occupe d'elle-même. Ensuite, mais il faut que ce soit le bon. On reste toujours dans le bon vouloir de la personne. Si elle veut bien, mais si elle ne veut pas, Oui. on n'y peut rien. Oui, parce que c'est déjà Ouais. difficile d'accepter une maladie aussi lourde, parce que c'est vrai que c'est une dégradation qui peut suivre si on n'est pas traité, etc. Donc il y a des risques qui font peur quand même, autant qu'un cancer ou une maladie chronique difficile à soigner. Bien sûr, mais là, l'avantage, c'est que la médecine, elle a évolué. Donc, on est passé d'une maladie mortelle à une maladie chronique. C'est pour ça que j'encourage, encore une fois, le dépistage. C'est le point le plus important. Tout le monde devrait... Vraiment, ça coûte rien, c'est une goutte de sang et le statut Et on est sérologique. tranquille Et on après. est tranquille, voilà. Absolument. Après, il y a aussi le comportement. On travaille beaucoup sur la sensibilisation, sur le comportement de la personne, avoir un comportement responsable. C'est tout ça, c'est un travail à la chaîne en fait. Voilà. Et c'est vrai que l'association à sa création avait lancé 2 combats, celui contre les drogues et celui du sida. Parfois, il y a une correspondance entre les deux. Donc, est-ce qu'on peut parler de cet aspect, donc tentative d'éradication un petit peu du fléau de la drogue? Oui. Aid's Algérie a fait beaucoup d'activités et par rapport à la sensibilisation, par rapport à la distribution des kits non sanitaires. Et aussi, c'est étroitement lié, comme vous le dites si bien, parce que on fait un programme d'échange de seringues aussi, pour ne pas transmettre les maladies d'un à un autre. Pratiquement, c'est les usagers de drogue injectables, ça fait partie des populations vulnérables. Donc par rapport au comportement, très difficile à contrôler. Donc on les soutient, on les sensibilise, on les
on les prend en charge en termes Il s'agit de leur ouvrir les yeux, effectivement, sur Voilà. certaines manières de faire, effectivement, en attendant, bien sûr, un véritable sevrage. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On fait ça aussi par rapport au sevrage. On fait les orientations par rapport aux usagers de drogue aussi injectables. Vous les orientez où, essentiellement? Les CISA. Est-ce qu'il y a des centres d'écoute? Est-ce qu'il y a... Oui, il y a le centre de Fouca, il y a aussi de Cheraga, le centre des interventions de Cheraga, et aussi à France Fanon à Blida. D'accord. Ce sont les principaux dans Alger environ, effectivement. Voilà, parce que nous, c'est à Alger, mais il y a aussi à Oran, il y a à Tamanrasset, donc on est plusieurs pôles. Voilà. D'accord, de plusieurs pôles, mais c'est une association donc nationale, donc qui a ses ramifications à travers le pays. Mais vous agissez de la même façon. De la même façon, donc, avec les mêmes recommandations, j'imagine. Mais pour ce qui relève de la prise en charge du malade, allez, on va prendre un exemple, une personne qui découvre qu'elle est atteinte du virus. Sa prise en charge médicale prendra combien de temps avant la stabilité? Avant la stabilité. Alors, il faut déjà passer par plusieurs étapes. Il faut faire des prélèvements de confirmation. Pourquoi? Parce que quand la personne elle a un résultat positif, le troisième, elle ne peut plus être dans le déni. Elle ne peut plus dire c'est pas moi, c'est pas vrai. D'accord. Ça, déjà, c'est la première étape. Il y a des fois où on a un faux positif? Non, il n'y a pas de faux positif. D'accord. Le négatif, il peut y avoir des faux négatifs quand c'est encore en primo-infection, quand c'est pas encore... D'accord. Je veux dire, parce qu'il faut un temps, il faut un mois avant de pouvoir détecter le virus. En fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est les kits de dépistage rapide. Il y a des faux négatifs. Il y a des faux positifs, mais pas de faux négatifs. Oui, il n'y a pas de faux négatifs. Il n'y a pas de faux négatifs. Voilà. Donc, une fois qu'on a l'indication que c'est positif, on renforce les analyses et les recherches, on approfondit. Voilà, avec la technologie ELISA, pas le test rapide, mais ELISA. Après, on a le cheminement avec l'hôpital. Donc, vous avez un docteur après qui va vous prendre en charge. Et après, il y a des constantes à analyser avant de passer au traitement. Parce que tout dépend, la personne a des allergies, la personne a si elle est hypertendue, si elle est diabétique. Ce n'est pas le même traitement pour tout le monde. Voilà. Toujours dans l'anonymat total. Bien sûr. Donc, vous garantissez quand même cette. Bien sûr, l'anonymat, c'est la sécurité de la personne par rapport à la stigmatisation, par rapport à tout. Par rapport à la société, par rapport aux réactions qui peuvent être négatives et nuisibles psychologiquement parlant. Donc, justement, ça nous amène à parler du côté psychologique. Voilà, une fois qu'on a lancé le protocole, le traitement, etc., ces personnes restent vulnérables, j'imagine, parce qu'elles se posent beaucoup de questions, elles se posent beaucoup j'imagine, en tout cas. Bien sûr, par rapport mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui est sous traitement VIH, elle peut vivre sa vie normalement. C'est vrai que c'est un traitement qui est plus ou moins lourd. Les premiers temps, comme tout médicament, donc il y a des effets secondaires et tout. C'est pas évident, il faut les prendre à temps et tout. Mais après, c'est exactement comme je vous ai dit, comme une personne hypertendue où il y a un traitement à prendre et la personne, elle continue sa vie normalement. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut que la personne... Avoir des enfants sains, ne pas passer la maladie au conjoint. Voilà, c'est comme une personne saine. Mais il faut juste avoir le médicament à jour. Mais même par rapport aux médicaments, il y a des avancées technologiques. Très bien. Ailleurs en Europe, par exemple, ce n'est plus un comprimé par jour, comme le cas en Algérie, c'est une injection chaque 2 mois. D'accord. Et la personne est tranquille. Très bien. Donc voilà, ce sont des notes d'espoir et des évolutions qualitatives. Une autre évolution, et acquis peut-être de l'association et de la société algérienne, ça a été toutes ces lois qui protègent le couple au moment du mariage et qui obligent justement les futurs époux à se faire dépister, à vérifier si elles n'ont pas
ce type de Bien sûr, virus avant en elle. le Oui. contrat du mariage, maintenant le test, Oui. il est Il est obligatoire. obligatoire. On Oui. travaille aussi sur les 4 paramètres, il Oui. faut savoir, pas uniquement le VIH. Hépatite C, hépatite B et syphilis. Absolument, c'est Donc très nous, difficile. voilà, on travaille sur... c'est dans le plan national stratégique, donc on travaille contre les IST et le VIH, et le VIH-Sida. Très bien. Donc, Actuellement, donc, quelles sont les actions les plus récentes d'Aix-Algérie, enfin du moins pour la zone algéroise? pour la zone algéroise, alors on a fait énormément de campagnes, des précédentes années, on a fait énormément de campagnes donc, au niveau des cités universitaires, pour sensibiliser les jeunes, on essaie de sensibiliser un maximum de jeunes. Mais aussi, il y a des journées de sensibilisation au Maqam Shahid, par exemple, où on organise des chapiteaux, on fait des campagnes de dépistage et de sensibilisation aussi, on distribue des flyers. Oui. Et aussi au niveau du Sablet, Oui. on en a fait aussi pas mal de campagnes cette année. Donc voilà, on essaie d'atteindre un maximum de jeunes pour... Oui, en parlant de jeunesse, vous êtes très présent dans les universités aussi, tout au long de l'année. Donc, les bénévoles de Algérie se déplacent dans les différents campus universitaires pour un effort de sensibilisation. Oui, et on a déjà un planning assez chargé, surtout pour le mois de décembre, ce qui est le mois pour le virus SIDA. Donc voilà, comme elle a dit, c'est pratiquement les cités universitaires, il y a même les centres de formation aussi. On fait des actions de sensibilisation, voilà. Mais beaucoup plus, on fait ça, et c'est le thème de cette année-là. C'est le leadership citoyen, c'est de sensibiliser et responsabiliser les citoyens, de dire, c'est pas quelque chose de, comment dirais-je, c'est pas ça ne peut arriver qu'aux autres, ça peut nous arriver éventuellement, donc il faut être sur les gardes. Vigilant, effectivement. Voilà. Donc voilà, quel est votre dernier message lors de cette rencontre? Voilà, allez-y. Alors, le dernier message... Je vous ai fait un joli sourire, donc on va lui laisser le temps de réfléchir à sa réplique. Allez-y. Donc, pour un dernier message, je dirais que c'est un message d'espoir par rapport à la maladie, par rapport à ces gens déjà qui sont malades, qui sont vivants avec le VIH. J'espère moins de stigmatisation et plus de comment dire, insertion. Oui. Voilà, par rapport à la société et voilà. Oui, espérons que ce sera le cas, Inch'Allah. Donc, quel est votre vœu ou quelle est votre dernière réflexion par rapport à cela? Moi, ma dernière réflexion, c'est pareil, c'est l'espoir et leur dire n'ayez pas peur. Effectuer un dépistage et on est là pour ça. Donc n'ayez pas peur il faut pas avoir peur tout simplement. Voilà. Il y a des anges dans les hôpitaux qui sont là pour vous accueillir, vous accompagner, donc n'ayez crainte, il ne faut pas avoir peur de ce surtout petit avoir un test. comportement responsable. Oui, absolument. Merci infiniment. C'était bien dit de la part de Linda Mahiddine, ici présente, donc qui est chargée de l'accompagnement. Donc alors c'est vous qui allez le dire, vous le direz beaucoup mieux. Prise en charge des malades. Prise en charge des malades donc, au niveau de l'hôpital de Qatar. Très bien. Amine Bouhaha, on a été ravis de vous recevoir ce matin et de parler donc de votre engagement au sein de Aix-Algérie. Merci pour cet éclairage. J'espère que vous avez apprécié et que l'information circulera grâce à vous. Vous serez peut-être le relais, qui sait, dans votre entourage. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir et à travers vous, on salue bien bas tous les bénévoles de Aix-Algérie, donc qui continuent justement le combat. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de retrouver encore une invitée qui va nous parler cette fois-ci d'entrepreneuriat, qui va nous parler de start-up, d'accompagnement des porteurs de projets. C'est une solution innovante dont on parlera dans un moment. Après ce reportage signé Mariam Damis et qui nous permet de découvrir l'entrepreneuriat et certains porteurs de projets donc issus de la diaspora. C'est parti, c'est pour tout de suite. Lors de cette deuxième journée, les experts algériens et étrangers ont partagé avec les étudiants leur connaissance des écosystèmes internationaux et leur expertise dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Un travail de networking qui sera assuré grâce à une nouvelle plateforme d'information lancée par l'association Diaspora, permettant de bâtir des passerelles entre les compétences algériennes ici et à l'étranger. Aujourd'hui, la communauté établie à l'étranger ressent la dynamique qui a été initiée par les autorités du pays et elle souhaite s'inscrire pleinement dans cette dynamique. Et pour cela, ce que nous souhaitons faire, c'est créer des synergies entre notre communauté établie à l'étranger et l'ensemble des talents qui construisent tous les jours l'Algérie de demain. Nous allons annoncer le lancement d'une plateforme qui mettra en contact les porteurs de projets algériens avec la communauté établie à l'étranger. Ils pourront échanger via message, via des vocaux, assister à des webconférences et tout ça sur une seule et même plateforme, la plateforme de Diaspora. Porter un projet, c'est pas forcément évident parce qu'il faut comprendre le besoin qui est adressé. Tu vois, par exemple, tu peux avoir une offre sur un certain produit, mais finalement pas de demande. Donc il n'y a aucun intérêt à positionner des acteurs ou des entrepreneurs sur ce type de projet. Par contre, quand il y a des manques au niveau de l'offre, alors que la demande est importante, là, effectivement, Diaspora va se positionner pour accompagner les différents acteurs, identifier finalement les acteurs qui sont les plus pertinents pour adresser un problème et du coup, travailler sur leur business model, le mieux structurer, leur go-to-market. Un nombre croissant d'investisseurs établis à l'étranger exprime un vif intérêt pour investir en Algérie. Ils aspirent également à partager leur savoir-faire pour contribuer au développement économique. Aujourd'hui, Inch'Allah, j'aimerais revenir en Algérie pour mettre à profit ces compétences et aider les entreprises algériennes à exporter et à ramener des IDE, des investissements directs à l'étranger, car je sais que c'est un des défis aujourd'hui de notre pays, de l'Algérie, pour pouvoir nous développer et Inch'Allah arriver au but que le gouvernement nous a fixé et que nous pouvons, je pense, largement relever, parce que l'Algérie, Inch'Allah, c'est un beau pays où on a énormément de compétences, de capacités et d'opportunités. Comment on s'organise justement pour rapatrier ses connaissances et ses capitaux en Algérie? D'abord, on ouvre le dialogue par des journées comme celle-ci où on va faire l'effort de repérer des projets à forte valeur ajoutée, de les accompagner et dans un second temps de les aider à rencontrer les bonnes personnes en vue de lever des fonds. On a des chercheurs qui sont dans des grands centres de recherche. Ils sont à la tête des centres de recherche. Si on récupère 10% de tous ces chercheurs, l'Algérie va devenir une puissance économique mondiale. Le climat d'investissement attractif et l'écosystème entrepreneurial favorable sont un must pour la création d'un riche tissu de start-up. Les experts ont relevé que l'Algérie pouvait être compétitive dans le domaine des applications utilisant l'intelligence artificielle, un domaine où les entrepreneurs établis à l'étranger peuvent apporter leur expertise au profit des porteurs de projets locaux. Et justement, dans le cadre de ce réseau de porteurs de projets, donc d'investisseurs potentiels, nous allons parler d'un acteur qui va désormais faire la différence également avec une proposition très intéressante de sa créatrice et fondatrice. Il s'agit donc de Madame Nedjet Relmi qui vient de nous rejoindre, donc, qui est présidente directrice générale de EAMEL, c'est bien ça? Tout à fait, bonjour et tout d'abord nous vous remercions pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir. Donc votre entreprise est à la base, fonctionne à la base comme un accélérateur et un incubateur, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc tout d'abord notre entreprise EAMEL, c'est une filiale de l'entreprise mère Diar Dzaïr. Diar Dzaïr à la base c'est une start-up. Donc dans l'innovation et dans la digitalisation. Donc c'était une première plateforme en Algérie, en Afrique et dans tout le monde arabe et on était très honorés d'être honorés par Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune. Par la suite et toujours dans le cadre de la participation à la digitalisation de notre Algérie, toujours dans le cadre de la vision gouvernementale orientée vers l'encouragement des startups, orientée vers la digitalisation, orientée vers la création des postes d'emploi. Donc nous avons créé la nouvelle entreprise EAMEL, à la base accélérateur et incubateur, dont je suis un membre fondateur avec le deuxième membre fondateur qui est M. Raouf Saïri, une référence dans l'entrepreneuriat, dans
les incubateurs et l'encouragement des startups. Donc, oui, tout à fait. Je le disais tout à l'heure que ça allait intéresser tous ces porteurs de projets potentiels ou investisseurs, y compris ceux de la diaspora, parce que votre proposition a un côté très pratique. On va en parler ensemble, justement. Tout à fait, tout à fait. Dans toutes nos créations et innovations, si on peut dire, donc nous créons des solutions personnalisées, adaptées aux besoins du marché algérien et aussi adaptées à la mentalité algérienne. Donc, nous avons détecté une problématique sur le marché algérien et nous avons regroupé l'ensemble des composantes de l'écosystème incubateur, accélérateur et beaucoup plus la première cellule qui est le jeune algérien, donc avec les différents types de consommateurs, et nous avons proposé et créé une plateforme digitale numérique destinée pour les jeunes Algériens, soit femmes au foyer qui pratiquent un métier chez elles, soit des personnes à mobilité réduite, donc soit des jeunes chômeurs. Donc nous proposons à travers notre plateforme numérique, en partenariat avec notre partenaire stratégique, une banque qui offre des financements, microfinancements conformes à Sharia. Donc nous proposons des projets bien déterminés au préalable, donc des différents... Voilà, justement, on en vient justement à cette idée de soutenir même dans la réflexion ces jeunes qui peut-être sont à la recherche d'une idée, mais qui sont en manque d'idées et qui aimeraient être orientés. Donc vous offrez une possibilité d'orientation et de préparation par le biais d'un listing donc important de projets dans différents domaines de la vie. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous avez bien et qui ont été validés par votre partenaire banquier, financier plutôt. Tout à fait, exactement. Donc, nous assurons l'accompagnement, l'encadrement, la formation et beaucoup plus le financement. Un financement arrêté au préalable avec notre partenaire banque. Donc, nous proposons des projets, 3 différents types de projets, des projets mobile, des projets fixes et des projets personnalisés. Je m'explique. Des projets mobile, exemple, adaptés aux besoins du marché actuel. Par exemple, nous avons un marchand de fruits et légumes, d'accord. Donc, nous offrons des projets, un motocycle, tricycle, avec une cabine pour vendre les fruits et légumes dans les quartiers, dans des points de proximité. Donc, fast-food dans ce cadre-là. Aussi, on a des différents projets. Comme vous avez dit, madame, nous proposons donc des projets arrêtés au préalable. Dans le cadre d'aider ces personnes, d'aider les artisans, les commerçants, parfois on les rencontre, ils ont des idées, mais ils n'arrivent pas à les encadrer. Donc, au préalable, on propose pour les créateurs de projets ou bien pour les créateurs de petites, moyennes entreprises aux start-up, des projets arrêtés au préalable. Par contre, pour les start-up ou bien entreprises en plein exercice, donc là, on propose des projets personnalisés. D'accord, qui consistent en un accompagnement sur le plan de la diffusion de leurs idées ou de leurs services, tout dépend donc de leur production, parce que vous accompagnez, c'est vrai, en amont dans la préparation de cette personne à acquérir des connaissances nécessaires qui vont l'amener à gérer son projet, mais aussi vous l'aidez sur le plan du financement, mais vous assurez un suivi par la suite. Tout à fait. Voilà. On les accompagne en amont et en aval. Le problème qui a été constaté et qui a été rencontré par les jeunes porteurs de projets, c'est quoi? Donc, on trouve des jeunes, il n'est pas vraiment encadré, il n'est pas vraiment orienté pour lancer son projet. Ça, c'est de 1. De 2, le grand problème, c'est la commercialisation et la promotion de son produit et service. Donc, à travers
EAML, non seulement on assure la formation, l'encadrement et l'accompagnement, aussi le point le plus important, donc on assure le financement et d'une manière digitalisée à travers les 58 wilayas. Le jeune Algérien, il peut s'inscrire sur la plateforme www.eamel.dz. Donc, et par la suite, on assure des plans de charge pour ces jeunes-là et en plus, on assure la commercialisation et la promotion de leurs produits et services. Je m'explique. Oui, donc, tout à l'heure, il y avait un intervenant dans le reportage qui parlait de l'offre et de la demande qui ne sont pas toujours garanties pour certaines activités. Tout à fait. Donc, pour des femmes qui exercent des métiers, des femmes au foyer ou bien des jeunes qui produisent des services ou bien des produits, nous assurons la vente en ligne à travers la plateforme e-commerce d'Yard Zaïr. En plus de ça, nous assurons l'ouverture de comptes bancaires en ligne à travers notre plateforme et en partenariat toujours avec notre banque. Voilà, tout à fait. Et de cette manière, madame, nous avons créé une solution 360 degrés. Donc, c'est une solution digitalisée de bout en bout. Le jeune Algérien de chez lui, 24 heures sur 24, avec une couverture de 58 wilayas. Il peut de 1 s'inscrire sur la plateforme, bénéficier de son projet, de la formation, du financement, de l'accompagnement et de la commercialisation de son produit et service et de la remontée de ses fonds sur un canal. Bien sûr, un canal formel et légal. Donc, de cette manière, notre plateforme... on va éradiquer aussi toutes ces formes de commerce informel aussi à travers ces petits accompagnements qui vont permettre d'asseoir une régularité dans les pratiques commerciales chez nous. Et justement, vous avez beaucoup cité les artisanes, les artisans. Vous êtes, il me semble, partenaire, ou vous avez des partenaires parmi les chambres d'artisanat du pays, n'est-ce pas? Tout à fait, exactement. Donc, nous avons signé des contrats et des partenariats avec les différentes chambres à travers le territoire national et toujours à travers Canal Algérie. Donc, on lance appel afin de collaborer et afin de, afin de construire des partenariats dont l'objectif, c'est d'encadrer les personnes et les artisans actuellement qui exercent dans l'informel, et pour les orienter vers le canal formel. Donc, même les femmes au foyer qui exercent un métier, on les aide et on les oriente et on les forme à formaliser leur métier. Donc, on les oriente vers les chambres, on les aide et on assure des formations de qualification. Complémentaires de qualification. Donc, c'est toujours orienté vers notre objectif et notre vision stratégique de 1, participer à la création de postes d'emploi et de 2, orienter les gens et les jeunes chômeurs, notamment les femmes au foyer et les artisans, vers le canal formel. Oui, comment est-ce que vous évaluez les besoins relatifs aux start-up essentiellement? Parce que vous les avez cités comme cible. Vous avez cité donc les femmes au foyer. Vous avez aussi parlé donc des chômeurs, mais aussi des start-up existantes éventuellement. Parfait. Voilà, quels sont leurs besoins spécifiques? Ça diffère d'une personne à une autre. Quand je dis une personne morale. Donc, ça diffère d'une start-up à une autre. Donc, la majorité des start-up actuellement sont orientées vers la digitalisation, vers le e-commerce, le e-payment et vers les idées innovantes. Donc, avec EAML et notre plateforme, à tout moment, ils peuvent s'inscrire à travers notre plateforme, exprimer leurs besoins et à travers leurs demandes. Donc, on assure des solutions soit arrêtées au préalable ou bien des solutions personnalisées. D'accord, donc c'est bien ça. Tout à l'heure, nous étions en train de suivre un reportage qui parlait de la diaspora. Notre diaspora à l'étranger
serait-elle aussi une des cibles que vous convoitez? Tout à fait, exactement. كما نحن نقولوا حنا toujours يد وحده ما تسفق. Donc toujours on sera et on est toujours honoré de collaborer avec nos émigrés à l'étranger afin de proposer nous solutions ici en Algérie, même dans le cadre de la formation et faire profiter notre jeunesse et les différents types de bénéficiaires de notre solution par l'expérience de nos émigrés à l'étranger à travers le service EAMEL Academy de EAMEL. À titre d'information, madame, nous assurons des formations donc à travers les 58 wilayas. On se déplace dans un cadre professionnel afin d'assurer des formations à travers les 58 wilayas pour les universitaires ou bien pour les jeunes Algériens d'une manière générale. D'accord, très bien. Donc voilà qui est dit par rapport à cette plateforme digitale et numérique qu'on appelle EAMEL, donc qui est désormais donc un acteur potentiel dans ce marché du travail. Donc vous êtes voilà, vous offrez des solutions, vous disiez adaptées à la société algérienne quelque part. Tout à fait. Donc à travers notre solution, effectivement, nous offrons une solution adaptée au marché algérien. C'est une solution personnalisée et adaptée beaucoup plus à la mentalité algérienne. Donc, alhamdoulilah, l'Algérie, c'est un continent. Donc, et la diversification de notre culture à travers les différentes régions. Donc, la solution est elle est adaptée à l'ensemble des cultures en Algérie. Donc, le citoyen, plutôt le jeune chômeur ou bien la femme qui exerce un métier au foyer, soit elle peut formuler sa demande à travers notre plateforme, ou bien nous avons un deuxième canal qui est super intéressant, qui est notre call center. Donc, pour les personnes... On va peut-être rappeler le numéro. Tout à fait, c'est le 09 82 316 299. Donc, vous le répétez une deuxième fois. Oui, donc c'est le 09 82 316 299 09 82 316 299. Donc c'est un call center qui répond aux normes internationales. Ils ont trouvé et rencontré des chargés de la clientèle. Donc c'est des femmes. Donc, pour répondre à la mentalité algérienne, ils vont trouver des femmes, des chargés de la clientèle formées, qualifiées, afin de répondre à leurs demandes. Elles travaillent plutôt. Tout à fait. Donc, pour répondre à leurs demandes, pour orientation, et elles travaillent 7 jours sur 7. Voilà, merci infiniment. Donc, Nadjet Ralmi, donc, vous êtes, je le rappelle, la fondatrice de cette plateforme dont on parle, EAMEL, mise au service de différentes cibles parmi justement les chômeurs, les femmes au foyer, mais aussi les start-upers. Donc, voilà, on souhaite bon vent à votre projet. J'espère qu'il tout l'intérêt de la part de ces investisseurs potentiels et de ces demandeurs ou chargeurs porteurs de projets. En tout cas, merci infiniment pour cet éclairage. J'espère que ça a été utile pour tous ceux qui nous suivent d'ici ou d'outre-mer. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet éclairage de la part de notre invitée, qui est la présidente directrice générale d'EAMEL, donc dont on parlait à l'instant. Donc, merci infiniment à ceux aussi qui sont avec nous donc, depuis le début et qui connaissent notre engagement par rapport à cette solidarité ou cet élan solidaire avec le peuple palestinien et Gaza en particulier. Donc, tout de suite, une chanson dans ce sens, dans ce sillage tout de suite, et on retrouvera juste après notre rédacteur en chef Yazid Aït Mahiddin. رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتف بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني
والنذر شفته نذر علي والنذر شفته ترابج ما عفته يا فلسطين ترابج ما عفته والنذر مني نذر علي والنذر مني لارقص واغني برضش فلسطين لارقص واغني والنذر شفته نذر علي والنذر شفته Voilà, Yazid Ait Mahieddine est déjà présent sur le plateau justement pour parler de Raza et qu'il porte dans son cœur autant que tout le monde, j'imagine. Donc tout le monde est sensible à ce qui se passe à Raza, n'est-ce pas, Yazid? Oui, absolument, et surtout la communauté internationale et puis le monde de la presse, le monde des médias, du divertissement, parce qu'il y a eu une vague de solidarité impressionnante. Notamment, il y a même des actrices qui ont démissionné carrément de leur poste et qui ont suspendu carrément le casting. En fait, ils ont suspendu le tournage, comme par exemple Gina Ortega. Gina Ortega, qui est une star qui monte et qui est à Hollywood et qui joue dans la fameuse, je pense, Scream, je pense, qu'elle a carrément arrêté pour soutenir sa collègue qui a été renvoyée pour ses positions pro-palestiniennes. Et donc, cette jeune Ortega, elle a démissionné carrément pour soutenir sa collègue Melissa Berrera, qui, elle, a été renvoyée pour ses positions pro-palestiniennes. Il y a également une grande poétesse lauréate du Pulitzer, donc du Grand Prix littéraire, c'est Anne Boyer. Anne Boyer, qui est une grande poétesse et qui a aussi démissionné du New York Times. Oui, pour, tout à fait. J'ai lu cet article et voilà, j'ai trouvé cette position très courageuse de la part d'une des plus grandes et plus belles plumes du New York Times. Oui, elle anime la rubrique poésie donc, de New York Times. Et puis, elle était vraiment elle était choquée par ce qui se passe à Gaza et par tout ce qui a été fait par l'entité sioniste, notamment en matière de dévastation, parce qu'elle dit carrément, je vais lire un peu ce qu'elle a dit, en fait, je vais changer mes lunettes. Absolument. Il s'agit de la dévastation continue du peuple de la Palestine, un peuple qui a résisté pendant des décennies d'occupation. Donc voilà, en fait, ce elle porte. Bon, c'est une femme éprise de justice et de liberté, et elle a démissionné, un geste fort pour dire basta à l'occupation, basta au soutien des États-Unis et également à l'entité sioniste. En fait, il y a aussi d'autres acteurs qui ont... Oui, les larmes de Sean Penn n'ont pas laissé tout le monde indifférent, c'est-à-dire que vraiment c'est un comédien hors pair qui a pris position en dépit de ses origines juives, donc, et qui a dénoncé l'apartheid et qui a dénoncé les exactions perpétrées contre le peuple razaoui. Enfin, c'est plus que l'apartheid, c'est la discrimination entre deux peuples, mais là, c'est carrément vouloir exterminer ces tendances pratiquement génocidaires. En fait, c'est ça en fait, qui fait la différence entre le régime de l'apartheid de l'Afrique du Sud et ce que fait actuellement l'entité sioniste. Et également, je voulais parler de ces grands acteurs américains comme Arnold Schwarzenegger, dont on a parlé la dernière fois, et Richard Gere, et puis Angelina Jolie. Oui, Angelina Jolie. Parmi les femmes. Voilà, donc ceux qui certains ont pris part aux marches aux manifestations et ça leur a coûté leur poste dans des émissions télévisées phares aussi. Oui, oui, absolument. En fait, il y a Roger Waters qui a été accusé carrément d'antisémitisme pour ses positions pro-palestiniennes et contre l'occupation, parce qu'ils ne font pas la part des choses entre antisémites, parce qu'en fait même les Arabes sont antisémites, et dénoncer l'occupation et le génocide, le génocide et tout ce qu'ils ont fait pour perpétrer comme crime
contre l'humanité et contre les crimes de guerre. Il y a également d'autres... C'est-à-dire on est dans l'ère des influenceurs et c'est vrai que les premiers influenceurs, ce sont ces artistes de renommée internationale qui sont vus à travers la planète et qui peuvent avoir justement un impact positif sur la transmission du message de la justice. Absolument, mais ils ont oublié en fait qu'aujourd'hui, c'est les plateformes, c'est l'heure du numérique, c'est l'intelligence artificielle, etc. Et que les télés traditionnelles, tous les mainstream, les médias traditionnels, la télévision, la radio, etc., en fait, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui se passe. D'ailleurs, les gens... Au flux d'informations qui circulent dans la toile. Absolument. Donc, même à la télévision, en France, par exemple, ils ont renvoyé le journaliste de TV5, en fait, qui a été carrément renvoyé, Mohamed Qassimi, qui a été lâché pour une interview, en fait, il a fait une interview avec le porte-parole de l'armée sioniste, et en fait, il voulait porter la contradiction. Ils ont jugé que c'était contraire à la déontologie. Mais finalement, il n'a fait que son travail. Mais en fait, sur le terrain, il a eu quand même une solidarité impressionnante. Absolument, voilà, ça a été cette semaine et c'est vrai que l'élan solidaire... Il y a un autre aussi qui est Guillaume Meurice, qui est un grand humoriste sur une radio française et qui a été aussi renvoyé parce qu'il a... Dans sa chronique, il a essayé, enfin, à travers le sarcasme, à travers la satire, etc., de caricaturer le Premier ministre israélien. Donc, et celui-là aussi, il a eu quand même une solidarité, un mouvement de solidarité impressionnant. Donc, en fait, il y a eu cette solidarité qui existe, même si sur les médias traditionnels, en fait, il y a eu ça, mais... Il y a eu toujours ces deux mesures qui pèsent de toute leur force, dans la mesure où, dans le mouvement, dans l'univers des footballeurs, par exemple, des footballeurs, nous avons eu le cas de Attal, qui a mobilisé l'opinion publique pendant cette semaine, et parallèlement, donc lui, il affiche son soutien pour la Palestine, il le paye cher. On a en revanche Messi qui affiche son soutien pour Israël et qui n'a jamais été sanctionné. Absolument. Donc, en fait, ce soutien d'une certaine Europe et une certaine Amérique pour l'antitésioniste, en revanche, elle provoque une solidarité impressionnante pour les Palestiniens. Et on le voit à travers les marches, à travers les gens qui cherchent aujourd'hui à comprendre comment ça s'est passé, l'origine du conflit, l'occupation, 1948, et Nakba. Aujourd'hui, les gens cherchent à comprendre. Nakba, le terme est carrément connu de tous maintenant. C'est-à-dire alors qu'il y a 10 ans, il y a 5 ans, personne ne savait ce que c'était. Absolument. Aujourd'hui, les gens cherchent comment cet État a été fondé, l'Assemblée de Balfour, comment ce corps étranger a été placé au cœur d'une terre nourricière, gentille, les gens étaient là, comme je l'ai dit hier, on a montré les photos, etc. Mais en fait, cette solidarité avec la Palestine ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'actrices et d'acteurs, notamment, qui ont soutenu les Palestiniens. Je peux citer, pour ne pas écorcher leur nom, Viola Davis, c'est une actrice noire, etc., américaine, qui était toujours à l'avant-garde de celles qui ont soutenu les Palestiniens. Il y avait Lina Heidi, Mark Rafal, Natalia Burtman, qui a refusé son prix israélien parce qu'elle était contre les agissements de l'État d'Israël et du sionisme. Donc il y a carrément beaucoup d'acteurs. Et puis pour parler... il y a aussi Julia Schnabel qui était célèbre dans le film Miral. Et on peut en fait dire aujourd'hui c'est un message d'espoir qui est porté par toutes ces personnalités. Je voulais dire qu'il y a eu une implication pratiquement des artistes, des journalistes, des comédiens, des gens du divertissement et des avocats, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'avocats. Pratiquement... On n'attend plus que les politiques, quasi. Oui, il y a eu 298 avocats et plus de 171 associations qui se sont mobilisées pour la Palestine.
Voilà, c'est Et pour aussi émettre un mandat d'arrêt international contre les responsables, de ces massacres. De ces massacres, absolument. Merci beaucoup Yazid Ait Mahiddine, merci à ceux qui étaient avec nous. Donc cette musique annonce la fin de notre émission d'aujourd'hui, comme vous le savez. Donc voilà, merci. Et c'est une chanson suédoise. Hein? Absolument, donc qui est virale.